Alors, nous allons pouvoir commencer. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les missions du DSRC Oncopaca Corse, les spécificités que nous avons au niveau territorial, les collaborateurs avec lesquels on travaille, donc aussi bien les professionnels de santé en établissement et de ville. On vous présentera également quelques outils qui sont à votre disposition et on verra les projets en cours, les formations. On va vous en parler un peu plus après. Alors, pour commencer, nos tutelles et nos missions. Alors, au niveau de nos tutelles, nous avons les tutelles nationales, dont l'Institut national du cancer, dont vous connaissez sûrement le nom INCa, et nous avons deux tutelles régionales qui sont l'ARS PACA et l'ARS Corse. C'est une spécificité du DSRC, il y en a plusieurs en France, et nous avons deux ARS, donc PACA et Corse. Nous avons des missions qui sont au nombre de 4, qui sont régies par un référentiel. La première mission est de contribuer à la coordination de l'organisation régionale en cancérologie ainsi qu'à sa lisibilité. Deuxième mission est de promouvoir la qualité et la sécurité des traitements des patients atteints de cancer. Troisième mission, développer l'expertise et l'expérimentation de projets communs innovants et accompagner les évolutions de l'offre de soins. Et quatrième et dernière mission, c'est de contribuer à l'information et à la formation des acteurs, des patients, ainsi que leurs proches sur le parcours de santé en cancérologie. Attention, petit aparté, le DSRC n'est pas un dispositif qui va prendre directement en charge les patients atteints de cancer. Petit mot au niveau de l'organisation du DSRC. Vous voyez là l'organigramme que nous avons. Donc, ce qui est important pour pouvoir retenir, c'est que nous sommes organisés sous forme de pôle. Donc, il y a bien sûr la coordination qui est assurée avec notre médecin directeur, Dr Michel Pibaro, et Dr Julien Ozin en tant que pharmacien coordonnateur qui est avec nous aujourd'hui. Et après, nous avons les pôles que vous voyez, soins de support, parcours coordonné ville-hôpital, le dossier communicant en cancérologie, recherche clinique et innovation, communication, formation, tout ce qui est administratif, ainsi que la promotion de la qualité du parcours de soins. On vous a mis les noms de chaque personne qui est référente de ces différents pôles. Si vous voulez les contacter, nous sommes disponibles avec grand plaisir. Petit mot au niveau du parcours du patient en cancérologie et la coordination. Alors là, on va vous énumérer en fait quelques exemples à chaque fois par rapport aux missions que nous avons. On a pensé que ça vous parlerait un peu plus de présenter ainsi les missions avec du concret. Donc, pour commencer, au niveau de notre première mission, on vous présente le parcours de patient et sa coordination. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est on s'occupe des patients, enfin de la prise en charge des patients en cancérologie à partir du fait qu'ils aient été diagnostiqués. Donc, dès qu'il y a la suspicion diagnostique jusqu'au post-traitement, toute la partie prévention est assurée par un autre organisme qui est le CRCDC. Donc, vous voyez, tout du long, il y a également la coordination ville-hôpital qui a une part importante et les soins de support tout en haut que vous voyez tout au long du parcours, qui est une thématique très importante développée par le DSRC Oncopaca Corse. Il y a également les soins palliatifs, cette thématique qui est importante également. Enfin, elles le sont toutes, mais elles sont vraiment mises à part entière dans ce parcours. Et il y a aussi des spécificités avec les parcours spécifiques que vous voyez en bas, avec l'oncogénétique, l'oncogériatrie, l'oncopédiatrie ainsi que l'oncofertilité. Cette organisation, elle est faite bien sûr par rapport aux patients, qui est centrale, et nous travaillons avec beaucoup de structures telles que la ville avec par exemple les CPTS, des MSP, des URPS. On va travailler également avec les structures HAD, l'hospitalisation à domicile. On va travailler avec des établissements de santé autorisés qu'on appelle les ESA. On travaille avec des associés également, je vais vous expliquer cela après. Pour nous aider à travailler avec ces établissements, on a des centres de coordination en cancérologie qu'on appelle les 3C qui sont au nombre de 18 entre PACA, Corse et Monaco. On travaille également avec des associations de patients, les DAC, donc qui sont au nombre de 9 en PACA et 1 en Corse, et avec d'autres intervenants tels que les CRCDC ou DER. Petit focus au niveau des établissements de santé. Donc, comme je vous le disais, on travaille avec des établissements de santé autorisés en région. Entre la région PACA et la région Corse, on dénombre 87 structures autorisées au traitement du cancer, dont 14 centres ou services de radiothérapie, 36 établissements autorisés au traitement médicamenteux systémique du cancer qu'on appelle les TMSC et 73 établissements autorisés à la chirurgie du cancer. On travaille également avec ce qu'on appelle des établissements de santé associés. Donc,
ce sont des établissements qui, eux, peuvent prendre en charge des patients sous TMSC dans une logique de proximité et ils vont être en lien étroit avec les établissements de santé autorisés. Concrètement, les ESA associés peuvent poursuivre des traitements médicaux initiés ou prescrits par un établissement de santé autorisé avec lequel il va signer une convention. Au niveau des dispositifs d'autorisation, ces établissements de santé autorisés, ils doivent avoir une autorisation spécifique délivrée par les ARS, les agences régionales de santé. Tout établissement ne peut pas traiter le cancer aujourd'hui. Des établissements de santé autorisés à la prise en charge des patients atteints de cancer reposent sur 3 piliers. Donc, vous voyez les 3 piliers. Le premier, c'est les critères transversaux de qualité. Concrètement, un critère transversal de qualité, ça va être par exemple un établissement qui doit obligatoirement assurer le dispositif d'annonce au sein de son établissement. Il y en a plein d'autres de critères transversaux, mais celui-ci en fait partie. Deuxième critère, c'est les critères spécifiques à chaque modalité de traitement du cancer. Il va y avoir des modalités spécifiques pour la chirurgie, pour les TMSC, ainsi que pour la radiothérapie. Et troisième et dernier pilier, ça va être d'avoir des seuils d'activité minimales annuels pour certains traitements et types de cancer. Je vous ai parlé des 3C tout à l'heure, les centres de coordination en cancérologie, eux aussi ont des missions bien particulières et on travaille étroitement et quasi quotidiennement avec eux. Que font-ils ces 3C? Ils sont là pour organiser au niveau interétablissement des missions qui leur sont conférées. Alors, les missions, c'est pour améliorer la coordination des professionnels en cancérologie et appuyer la démarche qualité dans l'organisation des parcours des patients atteints de cancer. Tout établissement de santé autorisé a une ou plusieurs modalités de traitement du cancer et doit être membre d'un 3C. Ils ont un socle minimal de missions. Donc, la première mission, ça va être de pouvoir s'assurer que les établissements de santé ont bien un dispositif transversal de qualité en cancérologie. Ils ont une mission d'auto-évaluation et évaluation des pratiques professionnelles de leurs professionnels de santé au sein des établissements. Mise à disposition de la documentation pour les professionnels et pour les patients également. Et ils ont une mission d'animation territoriale. Attention, là aussi, les 3C ne sont pas offreurs de soins. Ils ne prennent pas directement en charge les patients. Là, je vous ai mis une cartographie des 3C. Alors, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, mais il va y avoir tout un réagencement qui va être fait courant de l'année 2026 au niveau de ces 3C. Donc, actuellement, si jamais vous voulez contacter un 3C, il faut que vous puissiez avoir accès à cette cartographie qui est sur notre site Internet. Et vous voyez qu'il y a ces 18 3C entre PACA, Corse et Monaco qui ont en charge un ou plusieurs établissements. Cela va être amené à être beaucoup réagencé cette année. C'est un travail qui est fait avec l'ARS PACA et l'ARS Corse. Et bien sûr, vous serez tenu au courant de cette nouvelle configuration qu'il y aura courant 2026. Il se pourrait qu'il y ait moins de 3C, car notamment les 3C doivent maintenant être pluri-établissements. Et vous voyez que sur cette cartographie, par exemple, il y a des 3C actuellement qui n'ont qu'un établissement en charge. Donc, cela va être amené à changer au niveau des 3C. Il y a plein d'autres modifications à apporter, mais je ne vais pas vous les détailler là aujourd'hui. Ce qui est important pour vous de savoir, c'est qu'il y a cette cartographie avec tous les établissements qui sont rattachés à un certain 3C. Et nous avons également sur notre site Internet un répertoire où vous pouvez avoir accès à toutes ces données. Toujours dans la mission de contribuer à l'organisation et à la coordination en cancérologie, on a une mission de coordination ville-hôpital, d'où notre présence aussi aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, nous organisons depuis fin 2024 des échanges territoriaux. C'est des actions qui font partie de notre feuille de route. On a des feuilles de route par l'ARS PACA et l'ARS Corse. Et c'est une action prioritaire également qui fait partie de notre CEPOM au niveau du DSRC. Et pour en plus appuyer cette mission, les 3C, comme vous l'avez vu, ont une mission d'animation territoriale. Donc, ils vont être amenés à échanger avec les structures de ville telles que les CPTS, les DAC, et le 3C va aussi aider à instaurer et favoriser le dialogue
entre les professionnels de santé des établissements de santé autorisés et les acteurs de ville. Pour cela, donc, on met en place ces échanges territoriaux qui ont 3 objectifs. C'est d'abord de favoriser le dialogue, de partager les problématiques de prise en charge et de coordination entre les acteurs hospitaliers et les acteurs de santé de ville. Deuxième objectif, c'est de renforcer la coordination territoriale et améliorer le parcours d'un soin en cancérologie. Et troisième et dernier objectif, ça va être d'encourager le partage d'expériences et la mise en place d'actions concrètes pour optimiser l'organisation des soins. Concrètement, comment ça marche? On a mis en place un programme type quand on se déplace et qu'on organise ces échanges territoriaux. Donc, il est toujours le même. Ça va être d'abord, bien sûr, tous les participants se présentent, les structures présentes se présentent également. Et après, chacun présente ses missions et actions. Donc, on va avoir le DSRC, le 3C, le DAC ou les DAC, suivant les situations des territoires, les CPTS et les MSP qui vont expliquer comment ça marche au niveau de leur prise en charge et les missions qu'elles ont. Et après, grosse partie de ces échanges, ça va être la présentation de cas concrets où chaque structure présente va présenter plusieurs cas cliniques qui vont faire qu'on va pouvoir dégager certaines problématiques qu'il peut y avoir au niveau des territoires et échanger pour pouvoir trouver des solutions aux problématiques rencontrées. On finit par des propositions éventuelles d'action. C'est le but de ces échanges et pour avoir un plan d'action. Ces échanges territoriaux, comment ça s'est passé en 2025? Vous voyez les territoires sur lesquels on s'est déplacé. Donc, c'est des territoires qui sont par 3C. Donc, si vous vous rappelez la cartographie qu'on vous a montrée auparavant, on se sert de cette cartographie pour après se déplacer sur des établissements qui sont propres au 3C. Donc, on s'est déplacé sur le 3C08 avec Aix-Salon, les DAC Provence Santé, CPTS et MSP du territoire. Et après, on a eu plusieurs autres échanges similaires avec Toulon, Fréjus-Draguignan, Mougins et Nice. Il nous reste encore 8 rencontres territoriales à organiser entre 2025 et 2026. Donc, on aura peut-être le plaisir de se rencontrer lors de ces échanges territoriaux. Petit mot sur notre répertoire régional parcours de soins. Comme je vous le disais, on a un site internet, donc oncopacacorse.org, et nous avons un grand répertoire régional, donc PACA et Corse. Il ne faut vraiment pas hésiter à aller le consulter car vous avez toutes les données au niveau de nos établissements de santé autorisés et associés. Vous pouvez retrouver aussi toutes les coordonnées pour les 3C et vous avez également plein d'autres répertoires qui sont présents au niveau de ce répertoire régional parcours de soins. On n'a pas le temps aujourd'hui de tout vous montrer, mais en tout cas, c'est avec grand plaisir si vous pouvez aller le consulter, ce répertoire. Petit focus sur un de nos répertoires, quand même, c'est important, c'est le répertoire soins de support. Nous avons un répertoire régional pour les soins de support en cancérologie qui recense plus de 1200 fiches contacts et plus de 320 structures villes et hôpitaux avec des parcours spécifiques qui sont intégrés également dans ce répertoire. Il est accessible aussi bien aux patients qu'aux professionnels. Et je vous invite vraiment à consulter ce répertoire. Vous avez tous les soins de support qui sont recensés au niveau hospitalier, donc avec les 9 soins de support du panier 1K, et vous pouvez rechercher et géolocaliser les soins de support au plus proche du patient. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour vous. Et on essaye petit à petit d'avoir de plus en plus également de structures de ville qui sont représentées, avec notamment des CPTS, des MSP et également des associations de patients. Au niveau des parcours spécifiques, donc on en a 3, dont un qui est le parcours de soins global après traitement d'un cancer en région PACA. Petit mot sur ce parcours, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un parcours qui est déployé depuis 2021 qui a pour but d'accompagner les patients en affection longue durée, cancer dans l'après-cancer jusqu'à 12 mois après la fin du traitement actif. Et ça consiste en une prise en charge d'un forfait qui est de 180 € par patient et qui prend en charge les prises en charge de la diététique, soutien psychologique ainsi qu'un bilan d'activité physique adapté. Sur notre répertoire, donc, vous pouvez faire des recherches des structures labellisées pour pouvoir orienter les patients si nécessaire vers cette prise en charge. Donc, on a 23 structures labellisées en région PACA et nous en avons 3
en région Corse. Donc, on vous invite également à pouvoir consulter le répertoire si vous voulez avoir la liste de ces structures labellisées. Comment ça marche concrètement ce parcours? Donc, c'est en fait le patient qui va venir consulter soit son cancérologue, médecin traitant ou pédiatre lors de la fin de son traitement. Comme je le disais, il a jusqu'à 1 an après la fin de son traitement pour intégrer le parcours. Il y aura une évaluation des besoins en soins de support qui est faite. Une fiche de prescription est établie. Après, le patient, il va être orienté vers une structure labellisée, d'où l'importance de pouvoir aller consulter le répertoire pour l'orienter. Et après, selon les besoins du patient, la structure labellisée met le patient en contact avec les intervenants nécessaires. Et je vais laisser la parole à Julien. Donc là, on va passer à la mission 2. Donc, comme vous l'a dit, mission 1K. Donc, la mission 2, c'est promouvoir la qualité et la sécurité des traitements des patients atteints de cancer. Et pour répondre à cette mission, nous, on met en place une bibliothèque des référentiels et des outils de bonne pratique. C'est-à-dire que cette bibliothèque, elle va contenir l'ensemble des référentiels de l'ANCA, mais aussi des sociétés savantes, aussi nos outils qu'on produit, les répertoires régionaux auxquels on participe, les référentiels régionaux auxquels on participe, notamment les référentiels hémato, qui sont mis en ligne et réactualisés. Donc c'est une bibliothèque qui est réactualisée à minima une fois par an pour vous donner les dernières actualités et des sources récentes. Vous avez tout un process de tri dedans pour voir si vous cherchez que des recommandations, des référentiels, nos outils. Enfin voilà, c'est quand même assez facile d'utilisation. Pour répondre à notre mission 3, c'est développer l'expertise et l'expérimentation des projets innovants et accompagner les évolutions de l'offre de soins. Comment on se met en place? On développe un répertoire régional des essais cliniques que vous voyez à l'écran, qui est consultable sur mobile. Alors, c'est pas une application, mais vous avez un tuto pour vous mettre le répertoire sur votre écran d'accueil. Ce répertoire va référencer les essais cliniques de la région, essais précoces et essais de phase 2, 3, 4. Il est édité en collaboration avec les établissements de santé et les industriels. C'est notre responsable recherche clinique, Nadège Veillard, qui le met à jour. On est réactif dès qu'on a l'information de la tenue d'un nouvel essai ou de la fermeture d'un essai. La modification et l'incrémentation sur le répertoire est faite en gros dans les 24 à 48 heures. Il y a en moyenne 400 essais dessus et vous voyez que c'est une page qui est très fréquentée. C'est la 3e page la plus consultée de notre site internet. On a en gros 12 000 vues sur l'année. Tu peux passer, passez-moi, j'ai la main. OK. Là, c'est pour vous montrer ce que ça fait au niveau de votre écran d'accueil de téléphone. Vous voyez, vous pouvez très bien mettre le répertoire comme si c'était une application, même si c'est pas une application, c'est un raccourci que vous allez pouvoir mettre sur votre écran d'accueil. Toujours dans la recherche clinique, on s'est intéressé au ressenti des patients inclus dans les essais cliniques. Le but, c'était de déverrouiller certains problèmes, certains points de vue négatifs pour encourager les patients à participer à la recherche clinique, dédramatiser certaines choses, les rassurer sur d'autres. Donc, on a lancé l'étude entre février et juin 2024 auprès des 14 plus gros établissements recruteurs de patients dans le cadre d'essais cliniques en cancéro de la région. Et on a eu au total 115 réponses. On voit que la raison principale d'avoir accepté l'essai, c'est la confiance envers son médecin. Donc la relation envers son médecin est capitale. La deuxième raison était de faire avancer la recherche et assez peu ont hésité face à la randomisation. La randomisation, en gros, c'est un tirage au sort qui dit que le patient va soit bénéficier du traitement qui est en cours d'étude, soit rester sur le traitement dit de référence. Donc il n'est pas sans traitement, sauf s'il n'y a pas de traitement pour sa ligne thérapeutique ou pour son cancer. Voilà, donc c'est ça la randomisation et assez peu hésitent au final. Et ce qui a été une information importante pour nous, c'est qu'on a vu qu'il y avait 71% des patients qui étaient prêts à changer d'établissement pour bénéficier d'un traitement. Et ça, c'est une information qu'on a donnée aux établissements parce que certains
rechignent en gros à envoyer leurs patients vers d'autres établissements en disant que le ou la patiente ne voudra pas. En fait, probablement, ils n'ont pas posé la question, ils le supposent. Toujours dans cette mission 3, en termes d'innovation, cette fois-ci, on va parler de dermato. Le DSRC Oncopaca a monté en collaboration avec un groupe de dermatologues, et notamment le docteur Nathalie Quiliès de l'hôpital Saint-Joseph, une plateforme, une communauté Tumoderm PACA, qui va permettre de réunir des dermatologues et des chirurgiens pour donner leur avis sur des lésions cutanées suspectes d'être cancéreuses. Donc cette plateforme est reliée à un logiciel de téléexpertise qui est OmniDoc qui va permettre en même temps la facturation. Pour l'instant, on a une communauté de 37 membres, 33 dermatologues et 4 chirurgiens. C'est une phase test qui a été lancée en octobre 2024. Le territoire concerné, c'est principalement Marseille et le Var-Ouest. En début 2026, donc si on fait un point depuis octobre 2024, un peu plus d'un an, on a eu plus de 1500 demandes et le délai de réponse médian est de 5 heures. Quand on connaît le délai d'obtention d'un rendez-vous chez un dermatologue, on voit que c'est quand même très efficace. Là, cette communauté, elle va évoluer vers une équipe de soins spécialisée. Et l'évolution vers une équipe de soins spécialisée, c'est un dossier, une lettre d'intention qui est montée avec cette équipe et Michel, donc le DSRC Oncopaca, auprès de l'ARS. C'est une demande qui est faite et elle est soumise à conditions. Et notamment, les conditions, c'est élargir les pathologies qui sont concernées par cette équipe de soins dermato. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus se concentrer uniquement sur les lésions suspectées d'être cancéreuses, mais il va falloir l'étendre. Et là, ils ont choisi de l'étendre aux pathologies inflammatoires. Il y aura aussi une extension régionale, donc on espère évidemment pouvoir à terme couvrir l'ensemble de notre région PACA et aussi sur la Corse, et un financement qui est plus pérenne, parce que là on travaillait sur des financements, sur des enveloppes qui pouvaient assumer le coût sur un an et demi, 2 ans, mais pas plus. Donc voilà le projet en cours de Tumoderm PACA qui va être transformé en Dermato Sud. Et en fait, notre dernière mission, c'est contribuer à l'information, à la formation des acteurs, des patients et de leurs proches sur le parcours de santé en cancérologie. Donc pour ça, on a un gros pôle communication, on a un panel, un panorama d'outils qui est assez vaste. On a un site internet, donc on vous a proposé tout à l'heure les répertoires qui sont disponibles sur notre site. On a aussi une chaîne YouTube, on a des newsletters et on a des réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. À côté de tout ce qui est digital, on va avoir des actions plus terrain avec la tenue de stands d'information, des événements, notre forum annuel qui réunit environ 200 personnes par an et les supports print, les flyers, les affiches. Alors notre site internet, il a été refait en juillet 2024. On a environ 67 000 visites à l'année. Il y a la page la plus consultée, c'est le répertoire parcours de soins, comme elle vous l'a présenté tout à l'heure, Aude. Ensuite, on a le module actualité. Vous avez plein de rubriques qui vont concerner soit les patients, soit les professionnels. On a voulu s'adresser à tout le monde en mettant à disposition des ressources pratiques. Je ne vais pas tout vous détailler, je vous invite à aller le consulter et il y a certainement des informations qui vous intéresseront dessus. Au niveau des réseaux sociaux, on est présent sur LinkedIn, Facebook et une chaîne YouTube. On a en cumulé plus de 7200 abonnés. Donc c'est quand même une forte communauté qui nous suit. Sur notre chaîne YouTube, on met quasiment toutes nos formations ou sessions d'information qu'on capte sont éditées en replay et accessibles sur notre chaîne YouTube. Donc vous pourrez y trouver le MOOC tumeur cutanée, plus tard le MOOC cancer et travail, on vous en parlera, les replays des formations sur les séquelles, sur la nutrition, sur la sexualité. C'est consultable aussi depuis votre smartphone. Voilà, il y a 51 vidéos accessibles. Et pour l'instant, on a plus de 10 000 vues cumulées. Donc c'est quand même quelque chose aussi qui est très consulté. Enfin, nos newsletters, vous avez la possibilité via ce QR code de tomber sur une fenêtre qui va vous permettre de choisir à quelle newsletter vous voulez vous inscrire.
On a une lettre d'information régionale bimestrielle, un flash info recherche clinique et innovation qui va plus concerner les professionnels impliqués dans la recherche professionnelle de santé, un flash info onco-hémato, un flash info cancérologie acteurs de santé de ville. Là, c'est Aude qui s'en occupe. Un flash info molécules innovantes, ça c'est moi qui m'en occupe. Et un flash info hémato-oncologie pédiatrique qu'on diffuse une fois par an à l'occasion de Septembre en Or. Voilà. Ça, c'est toutes les vidéos que vous pouvez, enfin, non, pas toutes, une partie des vidéos que vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est assez vaste, hein, cancer et travail, oncogériatrie, sexualité, soins palliatifs, nutrition et cancer, biologie moléculaire. Vous avez de quoi visionner. Le MOOC tumeur cutanée qui est accessible dans cette chaîne YouTube aussi, qui va, sous la forme de petites vidéos et de quiz, avoir les bases de repérage d'une lésion cutanée suspecte et pour pouvoir orienter le patient. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir, identifier des lésions qui paraissent suspectes pour pouvoir l'orienter vers le dermatologue. Dans notre quatrième mission, on a eu la certification Calliope le 1er décembre 2025. Donc pour la catégorie d'action action de formation, on est maintenant certifié Calliope. Ce qui fait qu'on doit mettre en place tout un processus qualité pour nos formations. Donc toutes les formations qu'on va délivrer à partir de 2026 devront répondre à ce référentiel Calliope. Et la première formation qu'on a calliopisée, entre guillemets, c'est la formation sur le guide séquelles que vous pouvez visionner, excusez-moi, sur notre chaîne YouTube. Et cette formation, elle était là pour aider à utiliser le guide d'aide au repérage des séquelles et l'orientation des patients adultes que nous avons édité l'année dernière. Là, c'est si vous voulez accéder à notre replay, excusez-moi, pour la formation, vous pouvez scanner ce QR code. Donc, il y a 5 vidéos et 5 PowerPoint thématiques. Dans les nouvelles formations, on a la formation cancer et travail. Donc là, on a un processus Calliope. Donc vous vous inscrivez et vous allez voir qu'il va y avoir une explication. Vous allez recevoir un mail de notre service formation qui va vous envoyer une file d'inscription dans laquelle vous avez des petits renseignements à noter et à valider que vous allez devoir renvoyer pour pouvoir recevoir le lien d'inscription. Ce MOOC cancer et travail, il permet à la fois d'accompagner le maintien en emploi des personnes atteintes de cancer et à la fois de repérer les cancers d'origine professionnelle. Il a été fait en collaboration avec l'ORS via le CISTE-PACA. La période d'inscription 5 janvier 27 février 2026. De toute façon, vous aurez le PowerPoint, probablement vous pourrez vous inscrire, pour une période de réalisation du 16 mars au 31 mai 2026. À la fin de ce MOOC, comme on est Calliope, vous avez des quiz et si vous l'avez tout suivi et que vous avez au moins 50% de bonnes réponses, vous pourrez bénéficier d'une attestation de formation. Le dispositif d'annonce en cancérologie, l'inscription est incessamment sous peu. On va bientôt lancer l'inscription parce que c'est pareil, c'est sous Calliope. C'est un module e-learning d'environ 1h, 1h30 qui va vous permettre d'avoir les bases réglementaires et législatives de l'annonce puisqu'il se base sur le dernier référentiel INCa de l'annonce. Je redonne la parole à Aude pour terminer. Alors, juste un petit mot pour cette dernière mission d'information et de formation. Le DSRC édite de nombreuses brochures, flyers et affiches. Et donc là, vous en voyez quelques-uns, mais vraiment, ces brochures sont nombreuses. Donc, vous avez par exemple la dernière campagne d'information que nous avons fait sur les soins de support avec un flyer qui est distribué aux patients et également des affiches qui sont possibles à mettre dans les salles d'attente, dans les services. Vous avez également mon parcours de soins qui est notre programme personnalisé de soins. C'est un modèle régional qu'on vous invite à consulter. Ça peut être intéressant également pour les structures de ville de connaître qu'est-ce qu'il y a dans un programme personnalisé de soins qui accompagne le patient dès le diagnostic jusqu'à la fin de traitement. Vous voyez également la fiche de repérage des besoins en soins de support qui peut être téléchargée parce que je le rappelle, tous ces documents peuvent être téléchargeables sur notre site internet ou vous pouvez également nous contacter si vous souhaitez les recevoir directement chez vous.
Vous voyez également des fiches de bonnes pratiques. On en a de nombreuses sur plusieurs thématiques. Alors là, je vous ai juste mis en exemple celles qui existent sur la sexualité et cancer. Vous avez des fiches de bonnes pratiques spécifiques aux professionnels, avec notamment celles que vous voyez en bas sur le dispositif d'annonce d'un cancer. Vous avez également des outils et des brochures à disposition concernant le parcours de soins global après le traitement d'un cancer, avec des affiches, des brochures et surtout une fiche de prescription qu'on vous invite à avoir en tant que professionnel de santé pour pouvoir avoir la prescription de la part du cancérologue ou médecin traitant pour pouvoir orienter le patient vers une structure labellisée. Je vais laisser le mot de la fin à Julien pour conclure ce webinaire. Oui, dernière brochure dont on voulait vous parler, c'est tout à l'heure je vous ai parlé de l'étude de l'enquête qu'on a fait auprès des patients et en fait on s'est servi des résultats pour remasteriser notre information patient pour participer à un essai clinique dans lequel on a repris certaines choses que le patient comment dire, ignorait dans sa participation à un essai clinique, on a vulgarisé certaines informations, mais on a aussi repris certains résultats, certains pourcentages que je vous ai communiqués tout à l'heure pour rassurer d'autres patients parce qu'on a quand même un taux de satisfaction de participation à un essai clinique qui est très bon. Donc notre but, c'est que le maximum de patients participent à des essais cliniques. Il faut avoir deux aspects. L'aspect professionnel, mettre à leur disposition l'ensemble des essais cliniques de la région, on va le répertoire. Et l'aspect patient, euh, comment dire, rassurer le patient dans sa participation à un essai clinique. Voilà, on a terminé. On reprend le QR code de tout à l'heure. De toute façon, vous aurez le diaporama pour vous inscrire à toutes nos newsletters et pour vous inscrire à nos réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. J'en profite juste pour dire que nous avons certains membres de l'équipe sont également connectés pour les échanges s'il y a des questions après. Super. Ça, c'est les deux. Merci pour le PowerPoint qui sera disponible par la suite sur le site de l'Afrique Sud, qui est bien complet. On voit à quel point vous avez pléthore d'outils et qui peuvent vraiment servir aux professionnels qui sont, je pense, autour de ce webinaire. Est-ce que quelqu'un veut se lancer pour aurait une première question à poser? Alors, je ne sais pas si tout le monde a bien entendu parce que ça grésillait un peu. Oui, ça grésille un peu, oui, en effet. Oui. Oui, j'entends que ça grésille chez moi, je suis désolée. Alors, Est-ce qu'il y avait des questions? N'hésitez pas. Je vais commencer par une question sur. Vous aviez parlé des échanges territoriaux. Donc, si je comprends bien, ces réunions d'échanges territoriaux, les échanges territoriaux sont finalement coportés entre vous et les passés. Alors, j'avoue Oui. qu'on a du mal à Oui, oui. comprendre. Si, j'ai entendu la question. Oui, en fait, oui, nous, on partage effectivement l'organisation avec les 3C. Enfin, actuellement, on partage l'organisation avec les 3C. Plus tard, on aimerait que les 3C prennent plus la main parce que ça fait partie de leur mission suite au nouveau référentiel. Mais pour l'instant, effectivement, c'est un co-portage, c'est-à-dire que nous, enfin, Aude, en l'occurrence, va solliciter l'ensemble des acteurs de la ville, va solliciter la délégation départementale, va commencer par proposer des dates. Et le 3C, lui, va solliciter les personnels de ces établissements. Donc, on a deux sollicitations différentes, mais l'initiation, pour l'instant, c'est le DSRC qui la prend et via ODE. Et plus tard, on espère que quand on aura fini notre tour, entre guillemets, des 3C, nous, notre but, c'est qu'après, le 3C lui-même, qu'on soit invité, évidemment, mais que lui-même invite les DAC, invite les CPTS, enfin, que, en gros, on lui lâchera la main, quoi. Et du coup, ma deuxième question par rapport à ça, si vous m'entendez, si j'ai bien compris, dans ces temps d'échange territoriaux, on peut aussi évoquer des situations, en tout cas parler un petit peu autour des situations individuelles. Et donc, du coup, si jamais il y a quelqu'un qui a, si on a besoin, un DAC ou un dispositif, a besoin de ce temps d'échange-là pour justement évoquer avec les acteurs experts ce genre de situation, on sollicite qui?
Alors, vous voulez dire si vous avez besoin de parler en dehors de cette réunion? Parce que dans cette réunion, il y a des partages. En fait, Odd demande à un partage de. C'est des cas complexes. En fait, on a une partie où on va parler où chaque intervenant, le 3C, les établissements, une CPTS, un DAC, va présenter un cas qui lui a posé problème dans la coordination ville-hôpital. Et là, on va échanger ensemble sur quelles actions auraient dû mettre en place, qui aurait dû être sollicité, enfin, essayer de réfléchir à des solutions. Ça, c'est prévu pendant l'organisation de la session. Odd a un document avec maquetté en quelque sorte qu'on va envoyer à qu'elle va envoyer à chaque structure, dans lequel la structure aura juste à remplir. Il y aura qui est concerné, quelle pathologie, le circuit. Enfin voilà, il y a tout un tas d'items que Odd a construit pour pouvoir présenter le cas clinique ensuite devant tout le monde et que chacun réfléchisse en disant ben oui, moi j'aurais pu être contacté, je suis infirmière de coordination, j'aurais dû vous contacter, infirmière d'annonce, enfin voilà, on en discute pendant ces sessions, c'est l'occasion de parler de ça aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non. Ah, bon. Je vois que nous avons une question concernant les critères concernant Dermatosud. Julien, est-ce que tu peux éclairer Alors, il faut que je la lise, la question. Elle est est-ce qu'il y a notée. des critères concernant Dermatosud Alors, ça veut dire quoi des critères? pour Parce intégrer que la plateforme Bonjour. peut-être? Bonjour. Oui, tout à fait. Pour intégrer la plateforme, principalement en gériatrie, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à se connecter via une plateforme. ah non, non, mais Quel est le pardon, procédé? j'ai pas été assez, excusez-moi, j'ai pas été assez, j'ai pas assez expliqué, mais vous faites bien de me reprendre dessus. C'est une plateforme qui est ouverte uniquement, c'est une discussion de professionnel à professionnel. Ah, d'accord, ok. Pardon, en fait, elle est ouverte uniquement aux médecins généralistes, aux infirmières libérales, je crois qu'on les a mis dedans, aux kinés, aux pharmaciens, mais c'est uniquement de professionnel à professionnel. C'est pas une plateforme qui est ouverte de patient vers un professionnel. D'accord, je pensais que c'était de patient vers le Non, professionnel. pardon, oui, oui, j'aurais dû spécifier, mais c'est quand un professionnel suspecte une lésion, il va orienter, il va faire la photo, l'envoyer via OmniDoc. Il y a en fait, tout le monde reçoit le message, et en gros, on a établi une règle que il y aurait une répartition géographique, c'est-à-dire que le dermatologue qui est le plus proche qui a son cabinet, son adresse postale de cabinet qui est le plus proche de l'adresse d'envoi, va prendre le message en considération, et c'est lui qui va dire, oui, je le prends. Je déclenche une consultation en urgence ou non, c'est bon, il n'y a pas besoin de consultation, je clôture le dossier. D'accord, ok, Voilà. merci beaucoup. Avec Et plaisir. pardon, je vais... Excusez-moi. Concernant les infirmières libérales, quand elles se déplacent à domicile et que justement elles suspectent quelque Oui, chose, donc elles vont pouvoir solliciter un dermato. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, une rétrocession, un paiement de la Sécu? oui, alors c'est prévu. En fait, le logiciel le permet. Le logiciel OmniDoc permet que chacun ait le requérant et le requis et une rétribution. C'est vraiment de la téléexpertise officielle avec la sécurité Super, sociale. Enfin, c'est pas du bénévolat ni d'un côté ni de l'autre, hein. parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions?